Merci pour votre présence, merci à nos speakers d'être là, merci à tous les participants, on a une bonne trentaine, plus de 25 là qui sont en ligne et puis on a d'autres qui arrivent en salle d'attente. Je vous remercie d'être là pour le premier webinaire de Red Start Tunisie de l'année 2021. Meilleurs vœux à tous, j'espère que vous portez bien. Alors, j'ai désactivé tous les micros. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne année. J'espère que tout va se passer comme vous le souhaitez, malgré les difficultés sanitaires et économiques, c'est normal. Mais en tout cas, ce qui est certain, la devise de Red Start, c'est qu'on avance quand même, qu'on essaie de travailler. Et puis on cherche des solutions pour contourner les problèmes. Donc c'est un peu sous cet angle-là que s'inscrit notre webinaire aujourd'hui, puisqu'on essaie d'avancer avec des entrepreneurs, des femmes et des hommes, des startups pour faire vraiment du e-commerce, de vendre en ligne, d'augmenter leur présence sur le web, de travailler plus sur les ventes en ligne. Et d'où le thème d'aujourd'hui, c'est le digital au service des startups et des PME pour trouver de nouveaux clients, pour acquérir plus de communautés, etc. Et nous avons invité aujourd'hui, co-organisé d'ailleurs avec Clémence de Red Start France, que je remercie, qui est là parmi nous aujourd'hui, et que je remercie énormément pour son soutien et pour d'avoir mobilisé nos chers speakers de France et d'Allemagne. Comme je viens de le savoir, Anna est en Allemagne, donc, et qui vont partager avec nous leur expérience par rapport à ce qu'ils font justement sur le sujet. Et je vais présenter sans plus tarder, bien sûr, je salue tous mes amis de Red Start France. Je ne sais pas s'ils sont en ligne ou pas, en tout cas Clémence, je vois Clémence. Voilà, qui ont vraiment bien voulu co-organiser avec moi ce premier webinaire de l'année. Voilà, donc sans plus tarder, je voudrais présenter très rapidement nos speakers. Nous avons Charlotte Durand et Anna Faylor, qui sont toutes les deux cofondatrices de Caracal, qui est une application mobile qui géolocalise de l'audio. Elles vont nous expliquer un peu ce que c'est. Je suis moi-même curieuse de découvrir un petit peu leurs projets, leurs idées. Je présente également notre amie Sonia Archichablin, qui est CEO de Calice, qui est un site de vente en ligne de produits déco en Tunisie, et qui a un très joli site qui fait très bien son envol et son évolution dans le domaine. Excusez-moi, je suis en train de suivre un petit peu mes notes sur mon téléphone. Donc, ensuite, et j'accepte en même temps les personnes. Voilà. Ensuite, et en dernier lieu, je présente Bartholomé Lenoir, qui est le président cofondateur de l'entreprise La Chaise Française, mais qui a aussi, ce n'est pas seulement l'activité en ligne, mais il a quand même un site de vente en ligne de La Chaise Française, qui sont spécialisés dans la fabrication de chaises en France et qui font du B2C à travers leur plateforme. Il va nous parler un petit peu de tout ça. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous donner la parole pour vous présenter vos startups. Et nous parler de vos sites, vos projets, pour nous parler un petit peu de ce que vous faites avant d'entamer une série de questions sur le sujet. Je vais être galante et donner la parole à notre seul homme speaker aujourd'hui, Bartholomé. Normalement, on commence par les femmes, mais comme il est le seul homme parmi nos speakers, donc je vais donner la parole à Bartholomé d'abord. Donc, the floor is yours, Bartholomé, pour présenter La Chaise Française et ce que vous faites sur la vente en ligne.
The floor is yours, Bartholomé, pour présenter la chaise française et ce que vous faites sur la vente en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Déjà, merci de enfin laisser la parole aux hommes avant les femmes. Ça change un peu. Nous, la chaise française, donc, comme vous le disiez, on fabrique des chaises en France. Donc, c'est pour ça que c'est la chaise française, parce que c'est un vieux savoir-faire français, la fabrication de chaises, qui est en train de totalement disparaître. Et du coup, nous, on a réinvesti ces usines pour essayer de maintenir ce savoir-faire. Ça, c'est en gros la motivation de la marque. Et sur le modèle économique, et je vais axer ce que je voulais vous dire par rapport au site web, on est un peu sur le principe des DNVB, donc c'est Digital Native Brand, je sais plus quoi. C'est un truc assez compliqué qui veut dire en gros que nous, on est fabricant et on vend directement aux particuliers sans intermédiaire, donc comme on peut avoir traditionnellement dans la distribution physique. Donc souvent, il y a un distributeur, puis il y a un autre mec, et en fait, arrivé jusqu'à la boutique, il y a beaucoup d'intermédiaires qui grossissent à chaque fois le prix de vente final, puisqu'ils prennent chacun une marge. Et nous, en fait, notre modèle économique sur le web, c'est de vendre directement depuis l'usine jusqu'au consommateur grâce à Internet. Et du coup, en ayant beaucoup moins d'intermédiaires. L'impact premier, c'est que nos prix sont beaucoup moins chers pour la haute qualité qu'on fait comparé à ce qui se faisait il y a encore 5-10 ans. Ça, c'est important. Mais en revanche, ça impose, et ça, c'est un vrai truc du e-commerce, une logistique hyper bien huilée. Donc, nous, on développe pour le e-commerce une logistique bien travaillée avec notre fabricant. Et ensuite, on a développé un e-shop qu'on a fait sur Shopify, qui est une plateforme bien connue de e-commerce et qui fonctionne bien et qui est ouverte depuis 1 ou 2 mois maintenant, 2 mois. Voilà. Donc, votre site est en ligne depuis 2 mois? Ouais, c'est lachaisefrançaise.fr. Vous pouvez aller voir en même temps. Il est en ligne depuis 2 mois, exactement. Alors après, la marque existe depuis 3 ans. Je n'ai pas expliqué plus précisément que ça. Donc, on avait un e-commerce qu'on a refait il y a 2 mois pour être plus compétitif. Mais on avait déjà fait pas mal de volume sur notre précédent site. D'accord, très bien. Merci Bartholomé pour la présentation. Je passe la parole à Sonia. Bonsoir à tous. Bonsoir Sonia. Je suis Sonia, la fondatrice de Calice. Donc Calice, c'est une marque d'objets déco aux influences méditerranéennes qui est née sur le digital, qui existe depuis un peu plus de 2 ans. Donc on fait de la création et on travaille avec des artisans. On a plus d'une trentaine d'artisans en Tunisie qui ont des savoir-faire différents et qui sont situés dans 6 régions différentes. Le but donc est de commercialiser sur le digital, de vraiment démocratiser l'artisanat en Tunisie et ailleurs, je l'espère plus tard, et aussi de créer un impact social à travers les régions. Voilà, donc nous avons plus de 300 produits, plus de 300 références sur le site et voilà, les clients augmentent petit à petit et la marque se fait bien connaître. Oui, je confirme Sonia, merci. Anna et Charlotte, je vous laisse à tour de rôle vous présenter Caracal. Je propose de commencer du coup. Donc merci Doja, merci à Clémence, merci à tous ceux qui ont organisé cet échange. Donc Caracal, c'est une jeune société, on l'a fondée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et Caracal, c'est pas exactement de l'e-commerce. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux gens d'échanger de l'audio, des petites bulles sonores pour parler de culture, de patrimoine autour des musées ou des monuments, des choses comme ça. Donc on fait tous ces échanges-là sur notre application mobile. Et on a des entreprises ou des mairies, des offices de tourisme qui vont être nos clients et qu'on va aider à faire leur propre bulle sonore et à les diffuser. Donc l'intérêt en fait pour nous d'être là, c'est surtout que en cette période, comme tout le monde, on se tourne uniquement vers le web pour
faire venir nos utilisateurs sur l'application et aussi nos clients, les offices de tourisme et les entreprises avec lesquelles on travaille. Merci, merci Charlotte. Tu veux ajouter quelque chose, Anna? Tu te présentes? Je vais me présenter au moins, remercier déjà Red Start Tunisie et puis Clémence et Red Start France pour l'invitation et dire que je suis ravie d'être. J'ai pas grand-chose à ajouter sur la présentation. Je pense que j'interviendrai plus tard, si ce n'est peut-être le fait que trouver des contributeurs chez nous, c'est ça qui est le plus complexe. Au quotidien aussi, c'est pas que des clients, c'est aussi trouver des personnes qui créent du contenu sur Caracal. Et là, on a aussi des problématiques de comment on arrive à créer une communauté qui a envie de partager uniquement sur les réseaux, alors qu'avant, on espérait pouvoir les rencontrer et faire des événements physiques. D'accord, ouais, c'est la complication. Vous avez dû, j'imagine, changer un peu de cap à cause de la pandémie, c'est ça? On n'a pas beaucoup changé de cap à cause de la pandémie, mais il y a des pans de notre activité qui ont accéléré considérablement parce que maintenant le digital est beaucoup plus important et parce que nos clients notamment ont de plus en plus le réflexe de passer par le numérique. Et ça nous a fait gagner un temps considérable sur le commercial. Je pense que Charlotte confirmera. D'accord. Très bien. Alors, je vais commencer par un tour de questions. Je vais commencer par Sonia pour lui demander pourquoi elle a décidé, quand elle a décidé de lancer Calis, pourquoi elle a décidé d'aller directement, de ne faire que de vente en ligne. C'est une question qu'on se pose. Vous savez, quand on fait des projets, on se pose des questions sur comment, quelle stratégie de distribution, quelle stratégie comment on va vendre nos produits, etc. La décision de lancer complètement la vente en ligne en Tunisie, avec tout ce qu'on sait sur la culture de l'achat, un peu de la Tunisie. J'aimerais bien comprendre un peu la motivation et comment vous avez fait ce choix, Sonia. C'est intéressant de partager ça avec nous. Alors, ce choix, pourquoi le choix du digital? En fait, en Tunisie, c'est vrai que les habitudes sont très, très différentes de la France et le commerce en ligne n'est vraiment qu'à ses débuts. Donc, il y a 2 ans, c'était encore plus compliqué. Mais je m'étais dit que vraiment, vraiment faire face à ça et se donner ce challenge en plus, ne pouvait que faire connaître la marque encore plus. C'est-à-dire que ce serait vraiment la différence par rapport à toute la concurrence qui existe. C'est de se dire, voilà, Calis, c'est en ligne et on peut y accéder à tout moment, on peut connaître les prix et surtout se faire livrer dans les 48 heures. Ça aussi, c'était aussi vraiment une vraie problématique en Tunisie pour les objets artisanaux. En général, il faut passer une commande, attendre. Voilà. Là, ça permettait, d'un côté, c'était de se dire, on fera la différence grâce au fait d'exister sur le digital et aussi de livrer rapidement un produit. Et aussi, c'était, je ne vais pas dire que c'était une contrainte financière parce que oui, ça aurait pu l'être au début, mais aujourd'hui, on pourrait ouvrir des points de vente physiques, mais je pense que c'est vraiment on tient vraiment à rester en pure player et rester uniquement sur le digital parce que ça fonctionne. Le fait du coup, ce budget-là, de le mettre sur la communication via les réseaux sociaux ou sur le net, ça fait connaître beaucoup plus la marque et j'y crois. Et du coup, en fait, nos clients se sont très vite fait à cette idée. Et puis, on ne s'est pas limité par une zone géographique, c'est-à-dire Calis, ce n'est pas un magasin à la Marsa ou dans un autre endroit physique, c'est partout en Tunisie, dès le début. D'accord, très bien. Très bien, c'est très intéressant, surtout que, d'abord, vous épargnez aussi des frais énormes de loyer ou de gestion que vous mettez sur la communication, c'est plus intéressant. Déjà, vous l'avez bien soulevé vous-même. Est-ce que la chaise française Bartholomé, c'était un peu l'objectif quand vous êtes allé vers le B2C et la vente en ligne? Est-ce que
c'est vraiment une stratégie. C'était pas la première stratégie pour vous. Par contre, vous êtes allé vers ça. Pour quelles raisons? C'est à cause de la forte demande en France de l'achat en ligne, ou est-ce que c'est par réaction par rapport à ce qui se passe plutôt en termes de clientèle ou de choix, ou de quelles étaient vos motivations, quels étaient vos choix un petit peu? Alors, nous, faire de la vente en ligne, c'est pas un choix. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, si on est une marque qui fait du produit, ne pas vendre en ligne, c'est perdre une partie de sa clientèle, enfin, c'est perdre un potentiel débouché. Donc, c'était un peu une obligation. Après, en faire un principe de distribution, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je connais peu de marques qui se développent. Enfin, s'il y en a, peut-être des artisans et tout ça qui créent pas de sites de vente en ligne. Donc, nous, ça s'est complètement imposé quand on a créé la boîte il y a 3 ans. Après, l'autre chose qui est importante, c'est que nous, on vend aussi via des revendeurs. Donc, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On revend via des vendeurs physiques. Donc, c'est des boutiques. On en a à peu près 80 qui revendent nos produits. Et en fait, avec ces personnes-là, on fait beaucoup moins de marge que sur le e-commerce. Effectivement, en e-commerce, comme on vend directement aux particuliers, c'est beaucoup plus rentable pour nous. Donc, en fait, on a construit un business plan en se disant, on va capter de la marge en e-commerce qui va nous permettre de proposer nos produits avec beaucoup moins de marge sur d'autres types de distribution. Donc, le e-commerce, en fait, c'est devenu pour la chaise française assez rapidement un facteur essentiel de l'équation totale. C'est-à-dire que c'est pas juste un point précis. On va faire que du e-commerce, ou c'est vraiment intégré dans une stratégie globale de l'entreprise. Donc ça, c'était le point essentiel. À la chaise française, au début, c'était 20-30% le e-commerce de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça représente 60-70%. Surtout sur les périodes, par exemple, avant Noël, où c'est vraiment important. Que dire de plus? Douja, est-ce que je ne sais pas si ça... Oui, moi, je voudrais savoir, est-ce que en stratégie de prix, comment vous faites, ayant des revendeurs et des vendeurs physiques, des boutiques, etc., et vous vendez en même temps vous faites du B2C à travers un site de e-commerce. Comment ça se passe? Quelle est votre stratégie de prix? Est-ce que vous alignez les prix? Est-ce que vous êtes... Ah oui. C'est ce qu'on appelle le prix public conseillé. Donc nous, en fait, on impose... Alors, ils peuvent vendre au-dessus, nos revendeurs, du prix, s'ils le souhaitent, ou ils peuvent vendre en dessous aussi. On ne peut pas leur imposer, mais compte tenu des marges, eux, iront jamais en dessous du prix public conseillé. Et le site internet, effectivement, c'est intéressant comme question, leur impose de respecter ces prix-là, parce que si jamais le client il voit que sur notre site à nous, c'est 30 à 40 € moins cher, il va aller commander sur le site internet. Donc effectivement, je ne me suis jamais posé la question, mais le site internet est aussi un moyen de contrôler nos prix auprès des revendeurs. Et après, sur la stratégie de prix très globale, on est sur le web pas beaucoup plus agressif on pourrait être plus agressif sur le web. On le fait pas parce qu'on estime que nos prix sont juste tels qu'ils sont aujourd'hui. On n'est pas dans une stratégie et aussi il y a des coûts d'acquisition, on en parlera tout à l'heure, mais qui coûtent très cher et qui finalement sont difficiles à rapporter sur la marge des ventes en web. En tout cas, à la fin de l'année, c'est plus jouable, mais au quotidien, c'est plus compliqué. Donc, on n'a pas une stratégie agressive en prix. On a une stratégie classique comme on pourrait le faire avec des professionnels, mais on n'a pas d'intermédiaire. Voilà. En tout cas aussi, ça vous oblige aussi de ne pas trop baisser les prix, même si il n'y a pas d'intermédiaire, etc. Mais vous vendez directement au client, vous êtes obligé de maintenir un prix qui soit plus ou moins entendu ou convenu avec vos revendeurs. Sinon, vous allez de l'autre côté perdre vos revendeurs. Oui, tout à fait. Donc, on fixe le prix public conseillé ensemble. Et il nous arrive parfois quand on voit que, en fait, en ce moment, les prix de fab, par exemple, à cause de l'origine du bois, parce qu'on essaye d'être de plus en plus propre et on l'est totalement, mais donc on replante à chaque fois qu'on coupe un arbre, on en replante un, et donc on a des prix matières premières qui augmentent. Et quand on se rend compte qu'on n'arrive plus à tenir avec notre prix de vente, on envoie un mail à toute notre base de professionnels, de revendeurs, en leur disant voilà,
on va avoir une augmentation des prix de 5 points, mais de toute façon, vous allez garder la même marge, voire plus, puisque c'est des coefficients avec les revendeurs. Donc en fait, eux, ils prennent leur prix public conseillé, qui est le nôtre aussi sur le site, ils le divisent par un coefficient, ça leur donne leur prix d'achat hors taxe. Donc si on augmente le prix, en règle générale, on se retrouve avec une marge plus élevée pour le revendeur, mais effectivement, ça nous arrive d'augmenter les prix, on l'annonce à tout le monde et on veille bien à ce que tout le monde ait le même prix. D'accord, merci Bartholomé. Charlotte ou Anna, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pouvez un peu expliquer qui sont vos clients, quels clients vous avez ciblés pour aller vers cette niche de géolocalisation de l'audio et comment vous êtes en train de faire pour avoir un peu pour géolocaliser d'abord ce que vous voulez offrir à vos clients et comment vous créez vos communautés, comment vous, un peu trouver vos communautés, comment les fidéliser et les inciter un peu à vous suivre et à suivre un petit peu ce que vous offrez comme audio et comme service ou produit. Je pense que ce qui sera plus intéressant que nos clients sont des offices de tourisme, des entreprises, donc on va les chercher un peu traditionnellement en récupérant les numéros de téléphone ou les mails et en les démarchant directement. Par contre, chez Caracal, les utilisateurs de l'application et les clients ne sont pas les mêmes. Les clients sont des entreprises, les utilisateurs sont des particuliers qui vont dans les musées ou qui vont se balader pour suivre la culture. Et c'est peut-être eux qui sont les plus intéressants à discuter là tout de suite. Nous, on travaille surtout avec des influenceurs pour faire venir les gens, puisque on cherche à avoir des gens qui un peu qui incarnent Caracal et les valeurs de Caracal. Donc, on fait plus appel à des influenceurs qui vont être des gens sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup d'audience, sur YouTube, sur Instagram, qui vont partager des partenariats avec nous, qui vont créer des contenus pour mettre en avant ce que fait Caracal. Anna peut peut-être en parler un peu plus que moi. Sur la communauté, c'est mon domaine chez Caracal. C'est vrai que aujourd'hui, notre problématique, elle est vraiment d'arriver à capter deux personas qui sont d'abord les utilisateurs, évidemment, mais aussi les contributeurs. Et en fait, on a aussi une dimension qui est d'arriver à faire que les personnes qui sont qui vont écouter en fait les audios sur Caracal vont aussi être des personnes qui peuvent créer du contenu et se rendre compte qu'elles sont elles aussi contributeurs. Donc on a une manière de fonctionner et de chercher ces auditeurs, comme l'a dit Charlotte, par l'influence, parce que c'est le moyen qui va les aider le plus à se projeter aussi, c'est-à-dire qu'ils suivent quelqu'un, mais ils pourraient aussi être ceux qui sont les créateurs en fait. Donc on a vraiment une politique d'acquisition qui est centrée sur l'influence et sur l'invitation directe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les influenceurs, ils attirent un peu leur réseau, c'est ça? Exactement. En fait, ils vont parler directement à leur communauté avec leur propre code. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment, sur un sujet, décider de parler à leur communauté qui est déjà existante, avec leur code, leur manière de voir les choses. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut qui apparaisse sur notre application. C'est une bulle sonore qui emmène dans les yeux de quelqu'un pour comprendre la chose devant laquelle on se trouve, un monument, un parc, peu importe. Et de fait, en donnant la parole à ces influenceurs pour parler de nous, en fait, on les fait parler de nous de la manière la plus réelle et de la manière dont on est aussi, la manière dont sont nos contenus sur l'application. C'est très intéressant, Anna. Donc, si je poursuis un petit peu l'idée, c'est que vous allez choisir ou identifier
des influenceurs qui sont plus dans le domaine, dans votre domaine, des gens connus dans ce que vous faites, etc. Et vous leur dites de faire des vidéos qu'ils vont partager dans leur réseau, notamment sur, j'imagine, Instagram. Je ne sais pas sur quel réseau ils sont en train de faire ça pour parler un petit peu de votre application et ramener des utilisateurs à la télécharger et à suivre. C'est ça? C'est exactement ça. Et c'est vraiment selon les réseaux, c'est-à-dire que selon la personne et son audience, on va décider par exemple en partenariat avec cette personne que si c'est un Instagrammeur qui a une audience sur Instagram, il va réfléchir, est-ce que c'est mieux qu'il parle juste de nous ou est-ce que c'est mieux qu'il crée un contenu et qu'il pousse ce contenu auprès de sa communauté. En fonction de la personne, le résultat sera le même, c'est que la communauté à qui il s'adresse entendra parler de nous et peut-être aimera ce qu'on fait et téléchargera l'application et deviendra utilisateur. Et ce qui est très puissant et très intéressant dans le marketing d'influence, c'est que quand on cherche comme ça à vendre à nos premiers clients, c'est très important de réfléchir au persona, vraiment à qui est la personne à qui on veut vendre, sans aller dans un cliché, mais qu'est-ce que cette personne aime, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, qu'est-ce qu'elle fait de ses loisirs, pour savoir de la meilleure manière où la toucher. Et donc en choisissant un influenceur qui correspond, on peut tester différents segments et récupérer les chiffres et voir quel est l'influenceur qui a le mieux marché auprès de sa communauté en fait. D'accord. Quand vous dites persona, c'est vraiment qui est ma cible exacte, ses caractéristiques, qu'est-ce qu'elle aime, où elle trouve l'information, etc. C'est ça. Et là, Charlotte parle en plus il y en a deux en fait chez nous et c'est toujours le cas. On a les clients qui sont vraiment, là dont Charlotte parlait, qui sont une cible commerciale forcément. Et puis on a les utilisateurs qui eux n'ont pas forcément les mêmes attentes. Ils veulent un contenu à écouter. Et nos influenceurs, en fait, ils vont devoir être pensés, les influenceurs auxquels on va avoir recours, il va vraiment falloir qu'on réfléchisse à la pertinence entre faire appel à eux pour nos utilisateurs et faire appel à eux, est-ce que ça a de la valeur auprès de nos clients après de dire que ces personnes-là font partie de notre communauté. Et c'est quelque chose à laquelle il faut penser en permanence quand on cible un influenceur. D'accord, très intéressant. Merci. Bartholomé, je reviens vers vous pour vous demander un petit peu. J'ai su par mes propres moyens que vous avez fait récemment une campagne dans les métros de Paris, mais que vous êtes en train de profiter aussi du web pour faire connaître un peu cette campagne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Enfin, c'est ça, finalement, c'est l'objectif, c'est l'acquisition client. Donc, comment ça se passe? Comment vous communiquez quelle est cette nouvelle communication? Parlez-nous un peu de ce que vous avez fait avec cette nouvelle communication. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait du coup une campagne print je ne sais pas si on parle de print pour du métro, mais on a fait une campagne en physique de pub, donc c'est-à-dire que c'est vraiment des affiches physiques. Et effectivement, ce qu'on a voulu faire, c'est se dire, aujourd'hui, si on fait des affiches physiques, il faut aussi que ce soit lié avec une campagne numérique. Donc effectivement, il y a eu un premier axe, stratégie, c'était de dire au moment de la campagne métro, qui est un moment fort, on va faire de l'acquisition en ligne avec le même message que la campagne métro. Donc on a simultanément fait du Google Ads, par exemple, où en gros, si le mec voit la campagne dans le métro et tape sur Internet, il avait immédiatement la chaise française est dans le métro. D'ailleurs, je crois qu'elle y est encore, donc ne cliquez pas parce que ça coûte de l'argent. Donc on a fait d'abord une campagne qui était vraiment liée façon numérique avec la campagne print. Ça, c'était la première chose. Et l'autre truc qui a encore beaucoup mieux marché, c'était de dire, en fait, on va exploiter le fait qu'on fait une campagne print en numérique. Donc, en gros, si vous voulez, c'est surtout par LinkedIn, Instagram et Facebook. Et ça a vraiment hyper bien marché sur LinkedIn. On a eu 150 000 vues, 1500 likes et tout ça. Enfin, c'était vraiment le feu. Et en gros, là, en fait, on a dit sur Internet, on est hyper fiers de faire une campagne print aujourd'hui. Et en fait, c'était un peu une nouvelle façon de faire, de
de promouvoir le print sur le numérique et ça a bien marché. Donc, on a fait aussi ce truc-là. Donc, évidemment, il y a des ponts et on exploite à mort le numérique pour l'acquisition client, même si on fait du print. Et après, sur le online, donc en acquisition client, nous, on a les réseaux classiques et ce qu'on fait particulièrement, alors là, on est en train d'essayer de le développer, c'est Pinterest, puisque sur l'acquisition client en ligne, je trouve que le truc le plus intéressant, c'est vraiment de savoir quel est le réseau qui fonctionne le mieux par rapport à son produit. Et au début, on avait un peu fait du Facebook Manager, des trucs comme ça, on avait fait beaucoup de ads, et les résultats n'étaient pas incroyables. Et un jour, on s'est dit, tiens, on va tenter Pinterest parce que machin, et là, les résultats étaient vraiment bien meilleurs. Et donc maintenant, on cible beaucoup mieux ce qui nous rapporte de l'argent et ce qui fonctionne. Et donc, on a dû faire une grande phase de test au début, où on a fait un peu des tests un peu partout, et ça nous a permis. Donc, il ne faut pas avoir peur un peu au début de dépenser de l'argent. C'est un peu chiant, j'avoue, mais il faut savoir perdre de l'argent pour pouvoir vraiment en gagner plus après. Donc là, on est encore à la fin de la phase test, et là, on va démarrer vraiment beaucoup plus fort le Pinterest avec l'acquisition qui nous permet en fait de rapporter du chiffre d'affaires. Et le deuxième truc, c'est qu'avec cette acquisition, il fallait absolument bien savoir comment, de quel canal venait notre acquisition réussie. Donc, on a vraiment bossé, et c'est pour ça qu'on a fait un Shopify, parce que c'est fait de façon hyper simple. On a bien bossé nos pixels, on a bien bossé nos branchements, et on sait exactement, alors là, on sait exactement, il y a encore des petits bugs, mais on y arrive de mieux en mieux. On sait exactement d'où viennent nos clients et ce qui nous permet surtout après d'appuyer plus fort sur le bon canal. Et voilà. Est-ce que vous avez une idée, une information sur le taux de transformation de vos campagnes de communication en clients? Est-ce que vous faites du suivi téléphonique? Comment ça se passe est-ce que les gens, comment ça se passe pour les transformer réellement en clients, vos prospects? D'abord, il y a donc l'acquisition, soit il se transforme naturellement en client, et là, effectivement, on a le taux sans dire, comment dire, de transformation directe, de taux de conversion directe. Donc ça, on l'a au quotidien et on peut le regarder régulièrement. L'objectif, c'est de l'optimiser. Et ensuite, il y a effectivement d'autres personnes. Et donc là, on a calibré un acte qui a été fait par nos clients. Ça peut être, chez nous, c'est l'acte d'ajouter au panier. Donc si un client a ajouté au panier, on va aller lui reparler ou en tout cas essayer essayer de comprendre pourquoi il n'a pas fait l'achat. Là, justement, on a des ajouts au panier avec les coordonnées, parce que sans les coordonnées, on peut rien faire. Donc, c'est une fois que il y a eu ajout au panier, mais pas achat, là, on a un mail automatique qui se lance, donc, qui est renvoyé au client. On calibre nous-mêmes le délai de renvoi. Donc, nous, c'est 10 heures, parce que c'est le plus classique. Et ensuite, si jamais il n'y a pas ça, soit on renvoie un mail, soit on a son numéro de téléphone. Et là, on l'appelle carrément depuis notre bureau. Et puis voilà. Et là, on essaye d'améliorer grâce à ça notre conversion. C'est ça, ouais, voilà. Ça vous permet aussi de réagir et d'adapter la stratégie, etc. Ouais. Collecter les feedbacks et tout ça. Sonia, je voudrais aussi te poser la question par rapport à ta stratégie d'acquisition client. Comment tu fais pour attirer un peu les acheteurs? Comment ça se passe? Alors nous, essentiellement, en fait, c'est des campagnes sur les réseaux sociaux, donc Facebook Ads et Instagram, et aussi les influenceurs. Donc c'est ces volets-là qui fonctionnent le mieux. En Tunisie, on est à fond en Facebook, donc la publicité sur Facebook c'est vite imposé. Après, les influenceurs aussi, en choisissant bien l'influenceur et vraiment en testant sa communauté pour voir si elle correspond à notre cible, on a pu faire des actions qui ont vraiment bien fonctionné, qu'on arrive même à transformer dans l'immédiat, durant l'action, et aussi à retargeter plus tard
toutes les personnes, du coup, tous les visiteurs du site web pendant la durée de l'action. Donc, c'est à travers ça, en fait, qu'on arrive à acquérir des clients au quotidien. Sinon, on a fait d'autres actions aussi à travers, par exemple, plus physique, du coup, avec des boutiques partenaires, où on choisit des enseignes qui ont une clientèle qui est similaire à la nôtre, ou une clientèle qu'on veut targeter. Et là, c'est à travers des flyers, par exemple, pour présenter la marque. Donc, du coup, qui se trouvent dans des boutiques physiques partenaires, pour que ça reste plus ciblé, en fait. Est-ce que vous m'entendez ? Ah, c'est bon. Oui, on t'entend très bien, Sonia, bien sûr. Juste, je veux rebondir sur le dernier point que tu as soulevé, que je trouve très important pour toute entreprise sur lequel je travaille beaucoup personnellement. Tu as parlé de partenariat. Là, tu communiques, tu essaies de communiquer à travers des partenaires qui vendent des produits complémentaires, on va dire, etc. Est-ce que tu peux parler un petit peu des partenariats que tu montes pour faire justement booster ton business? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler tout seul, on a besoin on communique mieux à travers des partenaires d'ailleurs. Hein. Je trouve que parfois, vous vendez peut-être pour les partenaires, lui, il fait la même chose, et puis c'est gagnant-gagnant. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce type de partenariat? Alors, pour ce type de partenariat, en fait, l'idée, c'est vraiment aller chercher un partenaire qui a une même clientèle que la nôtre, qui a une clientèle, du coup, nous, comme disaient les filles tout à l'heure, c'est très important de commencer par identifier sa cible. Et du coup, donc, ce qu'on a fait, on a fait une recherche sur d'autres marques, en fait, qui ont une cible similaire à la nôtre. Et l'idée, c'est de communiquer ensemble et là, pour le coup, c'est aussi de distribuer physiquement des flyers Calis pour présenter la marque à leurs clients. Voilà, là, ce qu'on a aussi prochainement dans notre stratégie à venir, c'est vraiment du co-branding, du coup, de faire des actions avec d'autres marques. C'est ce qu'on va faire là pour la Saint-Valentin. Là, ce serait plutôt, par exemple, des box cadeaux, en fait, où l'objet, ça peut être un coffre en cuivre, un petit coffret en cuivre, et dans lequel il y aurait des chocolats d'une marque d'une chocolaterie connue en Tunisie et qui a une clientèle qui serait potentiellement intéressée par Calis, et vice-versa. Du coup, voilà, ça permet de créer un contenu différent et en même temps, de parler à une communauté, à une autre communauté qui serait intéressée par Calis. Très intéressant. Merci Sonia pour le partage. Je reviens vers Bartholomé parce que pareil, j'ai su que vous avez un partenariat avec le site français et vous êtes en train de faire la même chose. Est-ce que vous pouvez un peu me parler aussi de partenariat? Je pense qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, ces partenariats de valeur, je dirais, où toutes les deux marques gagneraient à se faire connaître et attirer un peu une clientèle ensemble. Est-ce que vous pouvez partager cette expérience, Bartholomé? Oui. Alors nous, on n'appelle pas ça un partenariat, on appelait ça une collab, mais en gros, c'est de faire un produit à deux. Mais c'est le principe. Dans notre cas, c'est pas les deux marques qui ont besoin de se faire connaître et ça peut rebondir, mais c'était nous qui étions pas du tout connus et eux qui étaient très connus. Et donc une collab, ça sert toujours beaucoup plus celui qui est pas connu parce que l'autre va lui apporter toute sa renommée. Donc nous, on a effectivement on a noué des liens avec les marques avec lesquelles on aurait aimé faire une collab parce que c'était des plus grosses marques, elles allaient nous apporter une bien meilleure audience que ce qu'on pouvait avoir nous. Pourquoi ils acceptent de collaborer avec vous? Et alors, on a mis du temps, ça n'a pas été facile, mais en gros, on leur a dit, on aimerait bien faire un truc avec eux, on les a rencontrés, on est venu chez eux, on leur a proposé plusieurs fois, et puis là, parfois, ils nous disaient oui, mais en fait, il n'y avait rien qui sortait, et puis un jour, on leur a proposé un projet clé en main en leur disant, voilà, nous, on est prêt à faire ce produit-là, on pense que ça peut aller hyper bien chez vous. Et en fait, ils ont dit, bah oui, effectivement, ce serait trop sympa.
Et ça s'est fait comme ça. On leur a vraiment proposé la facilité. Tout était très facile pour eux. Et donc, ils se sont dit, allez, go, on y va. Et puis, en plus, on partageait les mêmes valeurs. Donc, c'était complètement logique pour eux de faire ça. Voilà, les collabs, c'est hyper important. Il faut essayer d'en faire, nous, on essaie d'en faire 1 à 2 par an. Et là, on a du mal à cause du confinement parce qu'on ne peut pas développer de produits, on ne peut pas visiter les usines et tout ça. Donc, c'est pas évident, mais c'est un des gros leviers, en tout cas pour démarrer. Et donc, nous, on essaye de l'activer à fond. Et voilà. Très intéressant, je suis très d'accord que c'est hyper important aujourd'hui d'avoir des collaborations, des partenariats. Alors, je rebondis sur un mot que vous venez de dire, on partage les mêmes valeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Les valeurs, tu veux dire? Ouais, comment vous savez que vous partagez les mêmes valeurs, quelles sont vos valeurs, etc. C'est important. Là, c'est hyper simple. Il s'appelle le slip français, on s'appelle la chaise française. On fait tous les deux, toutes ces 2 entreprises-là, il y en a plein d'autres, fabriquent exclusivement en France. Et c'est leur fondement de base de l'entreprise. Donc, nous, on a le même fondement qu'eux. Donc, c'était évident dès le début qu'on avait exactement les mêmes valeurs. Après, ce n'était pas les mêmes produits, et ça, c'est important aussi. Une collab avec un, même si quelqu'un qui a les mêmes valeurs mais qui a potentiellement le même produit potentiellement peut être concurrent, c'est beaucoup plus dur. Et donc là, on avait ciblé une marque qui est en plus qui a les mêmes valeurs, mais qui en plus a la même type de clientèle, c'est ce que disait Sonia tout à l'heure, qui a un peu la même cible que nous. Et en fait, effectivement, c'est beaucoup plus facile de lui présenter une collab en disant mais de toute façon, eux, ils vont acheter une chaise, mais ça cannibalisera jamais leur achat de slip, en l'occurrence, quoi. Et c'est pas du tout le même achat, donc il n'y avait aucun problème pour créer une collab dans ces conditions-là. Donc ça, c'était aussi important. Vous allez faire comment? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez faire comment avec le slip français? Là, on l'a déjà fait, la collab, c'était il y a l'année dernière. Ah oui, c'est un co-branding, comment ça s'est passé? Ouais, c'était un produit c'était une chaise de plage qui a été en rupture de stock en 2 semaines. C'est super bien vendu. C'était une chaise de plage en édition limitée qui était complètement fabriquée en France et qui était co-brandée, parce qu'il y avait le slip français et la chaise française sur la chaise, et qui était vendue avec les maillots de bain que proposait le slip français. Donc voilà. D'accord. Très bien, merci Bartholomé. Alors, Anna et Charlotte, justement, en termes de partenariat, de collaboration, est-ce que ça marche aussi de votre côté? Comment ça se passe? J'aurais tendance à laisser répondre Charlotte là-dessus, mais plus sur le côté commercial du coup. Mais ce que je peux dire, en tout cas, pour commencer à répondre, c'est que si on ne parle pas de l'influence, hein, parce que là, on parle vraiment partenariat, nous, on a des lieux avec qui aujourd'hui, on mène une action qu'on pourrait appeler partenariat. On n'en a pas à proprement parler du type français, qu'on peut en tout cas mettre en avant aujourd'hui, mais on a, avec des lieux, alors je dirais des buts communs. Et pour le coup, là, je me positionnerai un peu en contre-pied de ce que vient de dire Bartholomé, parce que nous, pour le coup, comme on est sur de la culture et un lieu à mettre en valeur, il faut que ce lieu-là, il soit exactement le même et que la volonté soit de l'entité ou de l'entreprise soit la même que nous, c'est-à-dire mettre à disposition quelque chose qui va être écouté et qui va faire connaître le lieu en question. Aujourd'hui, je pense à des territoires plutôt sur ces partenariats avec qui qu'on a aidé en fait à créer des contenus pour mettre à disposition des personnes qui habitent le territoire ou qui viennent le visiter, des contenus sonores à découvrir sur le territoire en question. Oui. Déjà, il y a ce qu'Anna vient de dire qui est tout à fait vrai. Et en fait, ça me fait penser que dans le modèle de Caracal, la notion de partenariat, elle est intrinsèque, au sens où quand on a un client qui vient avec Caracal, qui fait des contenus et qui ensuite les poste sur l'application, l'intérêt de ce client, c'est que ses utilisateurs à lui, si c'est un office de tourisme ou un musée, son intérêt, c'est que ses visiteurs téléchargent l'application.
Donc on se retrouve avec un alignement quasi parfait des intérêts. Et en fait, ce que ça me fait penser, c'est que c'est un modèle de développement et un modèle de construction à part entière. Alors les Américains appellent ça le piggyback. C'est en fait, vous savez, le fait de monter sur le dos de quelqu'un pour désigner comme ça une entreprise qui se construit entièrement sur une notion de partenariat avec quelqu'un, comme Amazon en fait s'est construit à l'origine en se mettant en partenariat avec je ne sais plus quel prestataire de livraison prestataires comment on dit, de livraison de leurs produits. Parce qu'au début, Amazon ne faisait pas leur propre livraison. Donc, ils ont piggybacké un grand prestataire pendant des années avant de pouvoir construire leur propre structure. Mais il y a aussi des modèles dans lesquels on peut tout à fait envisager en fait, d'être juste un maillon d'une chaîne de valeur ou d'un marché complet, un peu comme Caracal l'est ou comme plein d'entreprises en fait le sont. Je pense que c'est aussi un argument de valeur et de force de travailler avec les autres. D'accord, très bien. Alors, je termine la série de questions avec une dernière question pour vous tous. Vous répondrez au fur et à mesure pour qu'on puisse laisser le temps à nos participants, que je remercie d'être là, de nous suivre, de vous poser des questions. J'imagine qu'il y a des gens qui sont intéressés par un peu votre expérience et aimeraient bien peut-être vous poser des questions pour partager avec eux. Alors, ma dernière question serait de savoir, vous savez que nous, moi en tout cas, je pousse un peu pour que les gens regardent un peu à l'extérieur, en dehors de la Tunisie, pour exporter des produits, etc. Est-ce que vous avez réfléchi à aller au-delà de vos frontières actuellement? Et puis, comment vous comptez vous prendre, ou comment vous avez fait pour aller en dehors du pays là où vous opérez? Quelle est votre stratégie d'acquisition clients étrangers, internationaux, etc. Et puis, voilà, un peu quelle stratégie pour aller à l'international? Je vous laisse libre, celui qui est prêt, il peut répondre. Sinon, je peux te désigner. Hein. Moi, je peux. Sonia, allez, vas-y, Anne. Je pense qu'on peut répondre assez rapidement chez Caracal parce que pour le coup, nous, pour l'instant, on ne va pas aller à l'international. En tout cas, ça ne fait pas partie des plans dans l'immédiat. Il faut qu'on arrive à d'abord mailler un territoire et on va commencer par celui de la France, ça sera déjà bien. Et c'est vraiment un choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait géolocaliser sur notre application du monde entier et on laisse la possibilité de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impossibilité à ce qu'un audio Caracal soit géolocalisé en Tunisie ou aux États-Unis, peu importe. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on ne pourra pas communiquer et on ne le souhaite pas en dehors de la France pour des raisons économiques, c'est certain, mais aussi, Charlotte aime bien ce mot, mais de focus. C'est mon mot préféré. Pour compléter ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore travaillé sur ça. Par contre, on travaille en ce moment sur le fait d'élargir un petit peu notre base d'usage, notre base de clients pour aller voir des gens qui sont en dehors de la culture. Et pour ça, en fait, ma pratique préférée, c'est tout simplement d'aller voir les gens qui sont dans l'écosystème qu'on vise, qui sont dans les entreprises ou dans les acteurs qui font ce qu'on a envie de faire, et simplement de leur demander s'ils ont 30 minutes ou 15 minutes à nous accorder au téléphone. Là, quand on a décidé de s'élargir et d'aller plutôt vers des grands groupes, par exemple de la construction, des choses comme ça, ben, j'ai ouvert mon LinkedIn, j'ai trouvé les personnes et j'ai contacté les directeurs commerciaux des 4-5 plus gros groupes français. Et en fait, j'ai eu la quasi-totalité m'a répondu dans les 15 minutes. Parce que c'est quelque chose qui se fait, c'est une bonne pratique. Les gens aiment quand on vient leur demander leur avis comme ça, sans leur proposer de vendre quelque chose, mais juste en leur demandant, salut, voilà, je voudrais m'installer sur ce marché, je voudrais m'installer en France ou ailleurs. J'ai vu que tu l'avais déjà fait, j'ai vu que vous travaillez dans ce secteur-là. J'aimerais savoir si vous avez des retours à faire et si on peut en discuter par téléphone. Et c'est une super pratique, je pense. D'accord, merci. Sonia? Oui, alors en fait nous, oui, c'est un des objectifs en fait de Calice d'aller à l'étranger. Et en fait, on a commencé par au départ, donc l'idée de départ était, il y a Calice, il y a un calicedesignstore.com, donc le site, il peut très bien vendre à Tunis comme à l'étranger.
Après, on a fait un premier, enfin, dans une phase test. Donc, on avait fait une expo, on a participé à un salon à Paris. Ça avait très, très bien marché. On s'est dit, bon, ben, on peut peut-être commencer par déjà cette communauté-là, la recibler. Et là, on a été très vite confronté à des problèmes logistiques auxquels on ne s'attendait pas trop. C'est-à-dire qu'en Tunisie, l'export, il est vraiment pas fait pour du e-commerce, pour du B2C. Il est fait pour du B2B, pour envoyer un conteneur ou voilà, au moins envoyer un transport en gros, quoi. Il n'est pas fait pour du transport envoi par envoi. Là, les coûts sont vraiment énormes. Donc bon, on s'est dit, ben, on va abandonner ça pour l'instant. Et là, on va se tourner vers les revendeurs, en fait. Donc, le produit intéresse et le prix et le rapport qualité-prix est très intéressant. C'est-à-dire que les revendeurs à l'étranger peuvent avoir une marge assez conséquente voilà, vu les prix publics conseillés, comme le disait tout à l'heure Bartholomé. Et du coup, donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On a commencé à recenser en fait des revendeurs qui partagent aussi les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire l'entrepreneuriat social, le positionnement en tant qu'entrepreneur social. Et voilà, donc ce sera l'étape à faire cette année. Donc, en gros, on a ouvert en fait Calice, le site a été mis en ligne fin 2018. Donc, l'année 2019 et 2020 nous ont permis vraiment d'augmenter, de maîtriser plus nos process, d'augmenter nos volumes, etc. Et maintenant, on est plus serein à aller à l'étranger et du coup, à honorer des commandes plus conséquentes. Donc voilà, dans cette étape-là, pour l'instant, ce sera les revendeurs. Donc aujourd'hui, c'est une autre stratégie pour Calice puisque c'est une marque qui vend entièrement en ligne. Pour aller à l'international, elle va devoir aller vers d'autres façons de faire que de vendre en ligne. Peut-être capter les revendeurs et faire du B2B peut-être en ligne aussi. Hein. C'est comme ce que disait Charlotte, trouver des clients sur LinkedIn ou sur autre. Après, les contacter pour faire des ventes groupées et puis eux-mêmes, ils peuvent faire de la vente en ligne. Mais en tout cas, c'est une autre stratégie sur laquelle doit se concentrer Calice, c'est ça? Exactement, exactement. C'est la nouvelle stratégie et qui consiste à vendre, à faire du B2B en fait. Donc à l'inverse du coup de la chaise française qui a commencé par le B2B et après le B2C sur le digital. Et là en fait les marges sont différentes. Donc le B2C est toujours très intéressant. Là, nous en fait, justement pour parler de cette question de marge. Nous, l'intérêt, donc on ne peut pas, nous aujourd'hui avec les prix publics conseillés qu'on fait en Tunisie, et c'est des prix qu'on fait exclusivement en Tunisie, on ne peut pas faire du B2B en Tunisie. On peut pas, on n'a pas assez de marge pour revendre en Tunisie. Donc l'idée, c'était vraiment de garder le marché tunisien pour du B2C et le marché à l'export pour le B2B. Et bien sûr, après, dans notre stratégie, on se dit, bien sûr, on va essayer de cibler différents marchés et voir quel est celui qui fonctionne le mieux à travers les revendeurs. Et c'est là qu'on s'installerait et qu'on installerait éventuellement un stock pour établir notre point de chute pour vendre direct en B2C sur ce marché-là. Et justement, en parlant de marché, comment vous identifiez vos marchés? Comment vous savez vous devez faire? Hein, vous devez aller d'abord en France ou en Allemagne, en Italie ou peut-être au Sénégal. Je ne sais pas comment vous cherchez un peu votre cible et comment vous cherchez vos marchés, prioriser, disons, vos marchés. Je pense que ça, sans tester, on ne peut pas le savoir. Moi, l'idée, c'est de se dire, on va y aller sans a priori. Bien sûr, la facilité, ce serait pour moi la France, parce que j'y ai vécu, je connais bien le marché, je suis architecte, j'ai exercé en France. Donc, la facilité serait là, mais après, je pense que je peux avoir de meilleures surprises. On peut avoir de meilleures surprises en allant sur des marchés moins concurrentiels. Voilà, tels que des pays voisins éventuellement ou
Vraiment, enfin, c'est vraiment un effort de recherche qu'on va faire et puis tester. On ne va pas, là, à travers les revendeurs, Je me pose... le coût logistique est le même pour nous d'envoyer en France ou au Sénégal ou aux Émirats. Donc enfin, vraiment, l'idée, c'est de tester et au fur et à mesure, on verra quel est le marché le plus intéressant. Je me pose la question, en cette période de pandémie, vous savez, moi-même j'étais dans le domaine de la déco, Sonia on en avait parlé, si tu te rappelles. En fait, c'était facile parce qu'on pouvait faire un salon, on pouvait prendre le risque d'aller dans un salon et puis de tester un petit peu le marché, le retour. Avec la pandémie, je me pose la question, comment on va pouvoir tester des marchés, hein? Je ne sais pas si l'un des speakers a une réponse. Sonia, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as réfléchi à ça ou pas? Bon, en tout cas, tu as fait le test sur la France, c'est déjà pas mal, mais pour le reste, c'est compliqué, hein? Oui, c'est plus compliqué, c'est clair. D'aller démarcher un revendeur, c'est clairement plus compliqué quand c'est pas à travers un salon où il sait que du coup, c'est une marque qui est fiable, etc. Mais je pense que ça peut se faire quand même, tout le monde, enfin, que ce soit nous, du coup, dans notre position ou celle du revendeur, on a tous besoin de sourcer quand même. Donc, donc les outils digitaux tels que disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Anna ou je ne sais plus qui, enfin, du coup, à travers LinkedIn, par exemple, d'aller identifier les commerciaux et de les contacter, Charlotte, pardon. Et du coup, on peut très bien expédier des échantillons, par exemple, à la demande. On envoie un catalogue et proposer au revendeur de lui envoyer un échantillon de ce qui lui plairait. Donc, je pense qu'effectivement, cette situation, elle a ses inconvénients. Ça aurait été effectivement plus simple d'aller faire maison et objets et du coup de s'ouvrir à potentiellement beaucoup d'acheteurs. Mais eux aussi, ils ont besoin de continuer à sourcer quand même. Donc voilà, donc il faut essayer de trouver d'autres moyens via le digital pour être connecté avec les bonnes personnes. Merci Sonia. Bartholomé, je vous laisse répondre à la même question. L'international, ça vous tente? Si oui, comment? L'approche? C'est marrant parce que là, tu vois, juste au moment où vous en parlez, on a reçu un mail de nos clients japonais qui nous demandent des questions sur nos produits, des caractéristiques techniques. Nous, on a été tout de suite à l'international. On a 15 pays dans lesquels on est revendu. Donc, c'est Japon, Brésil, États-Unis, Benelux, Italie, Portugal. Enfin, je sais plus, il y en a une quinzaine en tout. Comment vous avez fait? Eh ben, nous, en fait, on est allé dans les salons internationaux, mais en fait, c'était assez simple pour nous parce qu'un des grands salons internationaux de la déco et du mobilier, donc vous devez le connaître, Sonia et tout ça, c'est Maison et Objets. On aurait pu aller aussi à Milan, mais en fait, on a juste fait Maison et Objets. Et au début, on n'avait pas de stratégie à l'international, on avait une stratégie en France et on a eu des demandes internationales. Donc, on y a répondu par opportunité et en fait, ça a été hyper facile. Comme on en parlait, on a envoyé aussi simplement que ça. Et puis peu à peu, c'est devenu une partie de notre chiffre d'affaires. On n'a pas encore de stratégie vraiment à l'international. Notre stratégie, c'est de répondre aux opportunités et d'exploiter nos contacts tels qu'on les a aujourd'hui. Avec le Covid et la fin des salons, parce que c'était vraiment les salons internationaux qui nous permettaient d'avoir ces clients-là. Cette année, ça s'est pas développé plus que ça. Et puis voilà. Voilà un peu comment ça se passe. Vous n'avez pas de stratégie, justement, en temps de pandémie. Comment vous pouvez développer vos marchés à l'international? Non. Vous n'avez pas encore. En fait, aujourd'hui, ce qui nous a, nous, remonté le chiffre d'affaires, c'est la France. Et au contraire, par exemple, alors ça, il y a le Brexit en plus, mais nos clients anglais, américains, ils ont tout arrêté leurs commandes. Donc, on avait plutôt intérêt à se recentrer sur le marché domestique, je pense, et c'est ce qu'on a fait à partir du moment où il y a eu le Covid. Et je crois que c'est un peu ce que toutes les entreprises ont fait. Elles ont sécurisé leur base de chiffre d'affaires plutôt que de partir en période de crise dans des stratégies de développement un peu compliquées, quoi.
D'accord, très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. J'aimerais tellement voir intervenir ou poser des questions par les participants. Vous pouvez lever la main, comme vous pouvez prendre la parole directement si vous ne trouvez pas. Enfin, la main, elle est claire, hein, c'est en haut en haut de la page, vous avez une main, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez poser des questions. Mais comme je vois pas mal d'entrepreneurs qui sont justement dans la réflexion, il y a des marques, etc., qui sont dans la réflexion de vente en ligne et ils sont en train de faire des ventes déjà sur les réseaux sociaux, etc. Peut-être qu'ils ont des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, plus de précision de la part de nos speakers. Est-ce que vous avez des questions? C'est à vous. Ne soyez pas timide, posez vos questions. Profitez de la présence de nos speakers, des expériences quand même intéressantes, des produits, du contenu. Vous pouvez vous débloquer votre micro et directement prendre la parole, poser la question que vous voulez. Oui, Madame Fauzé, vous pouvez poser la question. Bonjour, Madame Douja. J'ai voulu saluer tout le monde. Ils sont les bienvenus. On a profité de ce qu'ils ont dit, mais malheureusement, nous encore, on n'a pas entamé en grande partie la vente en ligne et tout ça parce que nos sites ils sont pas très bien développés. Nous, on a les sites qui ne sont pas dynamiques, mais on est en train, c'est pour ça qu'on est avec Madame Douja au Red Star, pour vraiment connaître très bien comment ça marche, l'e-commerce et la vente en ligne et tout ça. Donc, on aime bien avoir des collaborateurs, des partenaires et tout ça, mais actuellement, on est en train de faire un petit pas sur la digitalisation. On est en train de faire des publications. Ça rapporte, c'est pas mal, mais c'est pas encore ce qu'on voulait. Donc, heureusement, ma société, principalement, j'ai des B2B, j'ai de l'export, mais je veux bien avoir une vente en ligne un peu plus large avec le national aussi bien qu'avec l'international, espérons-le, et des collaborations, comme vous avez dit. J'ai bien aimé l'idée de la collaboration, donc on est là pour apprendre et pour savoir les gens qu'est-ce qu'ils font pour faire autant. Merci encore, Madame Fouzé. J'espère que c'était utile. En tout cas, il y avait beaucoup d'informations très intéressantes, des échanges d'expériences. En quelque sorte utile, bien sûr, mais nous, on est encore un peu loin en Tunisie parce que c'est le Covid qui a poussé les gens à faire la vente en ligne. On est pratiquement, avant, on travaillait librement, on expose, on a des foires, on a des salons en Tunisie aussi bien qu'à l'étranger. On a visité presque le monde entier, mais actuellement, on est bloqué, donc on n'a pas de solution autre que la vente en ligne. C'est pour tout le monde. Oui, très bien. Merci beaucoup, Madame Fouzé. C'est gentil de votre témoignage, pour votre témoignage et pour le partage. Donc, vous avez compris que pratiquement, on n'a pas tellement l'habitude de faire de vente, enfin, très peu d'entreprises ont réfléchi à la vente en ligne et le e-commerce en Tunisie, mais la Covid, elle a poussé un petit peu la réflexion. Et c'est ça le changement qu'on veut voir aussi, c'est que les gens regardent un peu plus tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est acquisition de clients en ligne, etc. C'est pas évident, c'est pas une pratique très connue. C'est pour ça qu'on a tenu aujourd'hui à faire cet échange avec des gens qui ont de l'expérience en Tunisie et ailleurs. Leïla, je te vois lever la main, je te donne la parole. Tu peux couper ton micro et poser ta question.
bonsoir tout le monde. Je voulais savoir en fait si dans cette période de pandémie, est-ce que vous arrivez à atteindre votre chiffre d'affaires ou pas? Et est-ce que le e-commerce c'est suffisant pour atteindre son chiffre d'affaires? Merci Leïla. Et quelle est votre stratégie réellement en cette période de pandémie? Bartholomé, tout à l'heure, tu avais parlé de chiffre d'affaires en ligne qui est de 70%, si je m'abuse. Je pense avoir compris ça. Ouais, à peu près. Ouais. Alors, sur sa question, ce que je peux te dire, c'est que nous, on a eu une grosse baisse au tout début. C'est-à-dire que lors du premier confinement en France, donc c'était 17 mars, grosse baisse pendant 1 mois. Et ensuite, après les 1 mois, les gens je pense qu'ils ont totalement arrêté de consommer, enfin j'en sais rien sur le mobilier. Et après, au contraire, comme les gens étaient confinés chez eux, ils ont pas mal développé leur déco. Donc nous, on a eu presque pas d'impact. Et depuis mi-novembre, après ça correspondait à un lancement de nouveaux produits chez nous, on fait plus de chiffre d'affaires que ce qu'on faisait l'année dernière. Après, on est en croissance, hein, on est une jeune entreprise, mais nous, ça a changé beaucoup de choses d'un point de vue fournisseur, la façon dont on travaillait, mais sur les ventes, ça a eu plutôt un impact positif même. D'accord. Charlotte, tu veux répondre à la question, vous voulez répondre à cette question par rapport au effet Covid? Nous, on ne sera pas très pertinent pour répondre à cette question, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas rentable. On ne se focalise pas sur le chiffre d'affaires, mais davantage sur l'acquisition d'utilisateurs pour développer de la valeur. D'accord. La Covid a eu un effet sur ça, sur la démarche? Chez nous, ça a eu un effet un peu bizarre, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, chez nous, beaucoup de choses se passent en ligne. Et on fait un outil qui est numérique, qui est bien et qui est aussi une des réponses à ces problématiques-là. Parce que par exemple, souvent nos clients utilisent des audio-guides à la place de notre solution. Sauf que les audio-guides, c'est un dispositif qu'on touche, qu'on prête aux autres. Et c'est du coup un cauchemar en temps de Covid. Et en fait, on a eu énormément de gens qui sont devenus beaucoup plus ouverts à notre discours, ouverts à ce type d'outils, lorsqu'on s'est approché. Et on a même des gens qui sont venus vers nous. Et nos premiers clients, en fait, on les a formés pendant le premier confinement en urgence parce qu'ils voulaient vraiment s'adapter très vite. Et donc, chez nous, ça avait été bizarre. Autant des gens, on a gagné peut-être 12 ou 18 mois dans leur logique mentale, en fait, un peu comme en Tunisie où tout le monde s'est subitement mis à digitaliser les ventes. Mais par contre, de notre côté, évidemment, les agendas ont été balayés, des projets ont été annulés, les budgets ont fondu. Donc, c'est un peu un effet étrange. Oui, merci Charlotte. Sonia, tu as un retour, une réponse à donner un peu à la question? Alors, oui. Alors, en fait, sur Galis, globalement là, en début d'année, on peut dire qu'on a atteint nos objectifs en 2020. Mais on a eu quand même 2 mois qui étaient compliqués pendant le premier confinement, justement. Autant la vente en ligne pouvait très bien fonctionner, mais par contre, derrière, la production ne suivait pas. Donc, on s'est vite retrouvé en rupture parce que justement, nos artisans étaient confinés et avaient du mal à s'approvisionner, ou vraiment le problème était dans la production. Donc, on a eu 2 mois qui étaient assez compliqués. Et on s'est rattrapé par la suite. Et ce qu'on a investi, on a bien sûr, on avait dès le début de l'année établi notre stratégie marketing avec des budgets pour chaque point sur lequel on allait dépenser. Du coup, on a revu tout ça, les budgets qui étaient initialement prévus pour les salons, ils se sont plus ça coupe par moment, Sonia, la voix coupe. C'est mieux comme ça? À quel moment ça a coupé? Oui, c'est ça, ouais, c'est bon là. Là, c'est bon? Donc, oui. Je disais, à quel moment ça a coupé? Je recommence. Tu disais que tu avais du mal avec les artisans qui étaient confinés et qui ne répondaient pas à vos commandes.
Exactement, exactement. Donc, c'est le problème qu'on a eu pendant le premier confinement était lié à la production. Du coup, forcément, on s'est retrouvé rapidement. La demande était là, comme disait Bartholomé, parce que les clients étaient chez eux, ils voulaient refaire leur déco, etc. Mais on s'est vite retrouvé en rupture de stock. Donc, voilà, on n'avait pas de solution face à ça. Petit à petit, ça s'est débloqué et on a repris, la production a repris en tout cas. Et donc, nous, ce qu'on a fait, donc on avait notre plan marketing pour l'année avec des dépenses plus ou moins définies pour chaque point sur lequel on voulait évoluer. Et tout ça, on a dû oublier tout ça et tout refaire. Par exemple, là où on devait investir dans des salons en local ou à l'étranger, on a basculé ce budget-là sur le digital. Et au final, on a réussi à rattraper ce mois et demi où on a eu vraiment un impact pas terrible. D'accord, merci. Raouf Mahjoub qui lève la main, vous pouvez... Raouf? Oui, je vous écoute déjà. Bonsoir tout le monde. Vous pouvez Bonjour. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Vous avez le... Très bien, marhaba. Donc voilà, donc je répète, donc bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, donc l'ère du Covid a touché énormément de secteurs et du coup ça a percuté sur mon activité principalement. Donc je sais que Madame Deuge elle est au courant de mon activité. C'est que actuellement donc je vais me représenter. Voilà. Oui. Donc, moi, je dispose d'un magazine spécialisé dans l'investissement qui s'appelle Invest Tunisia. C'est un magazine destiné donc généralement à la diaspora tunisienne à l'étranger, que ce soit en France ou au Canada. Donc, à cause du Covid, donc chaque année, moi, je faisais des allers-retours entre Montréal et la Tunisie pour éventuellement la distribution. Et à cause d'ailleurs donc du Covid, en 2020, donc je comptais faire un salon de l'immobilier, donc spécialisé dans l'immobilier pour la diaspora à Montréal. Mais malheureusement, donc tout a été annulé. Donc vraiment, donc je vous parle pas donc des dépenses qui étaient faites, qui étaient perdues réellement à cause du Covid. Donc on a pu réellement récupérer un petit pourcentage des dépenses. Et actuellement, donc, j'ai parlé à Madame Douja dernièrement, donc avec une réunion, à la dernière réunion, donc c'est que on part directement le magazine et toute l'activité du magazine sur l'investissement immobilier, on est en train de le transférer réellement au digital à 100%. C'est-à-dire aujourd'hui, un Tunisien réside à l'étranger, il est éventuellement intéressé comme chaque Tunisien ou n'importe quelle personne réellement, elle est intéressée d'une acquisition immobilière. Mais à cause du Covid, donc les gens ils peuvent pas venir, ils ne peuvent pas faire les visites, ils peuvent pas acheter directement, ni faire des simulations de crédit, ni rien du tout. Donc ils attendent que l'ère du Covid, donc cette vague de Covid donc part. Pour qu'ils puissent donc revenir en Tunisie et faire les visites. Aujourd'hui, donc, on est en train de transférer, donc, je ne sais pas si je vous montre, donc, ça, c'est le magazine, en fait, donc, qui était, donc, depuis 6 ans distribué en France pour la diaspora et au Canada. Et maintenant, donc, on est en train de lancer la plateforme spécialisée dans l'immobilier qui va aider la diaspora, donc, à l'étranger, de faire des visites virtuelles, de connaître le point d'emplacement exact de chaque résidence aussi, et ils peuvent éventuellement, donc on va les aider à prendre juste la décision. On cherche pas qu'ils vont passer donc un virement de 300 ou 400 000 dinars d'un coup, mais on va les aider à prendre la décision, parce qu'aujourd'hui tout le monde il est en train de télétravailler. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus dernièrement donc en Tunisie pour télétravailler de la Tunisie, mais ils ont pas un bien immobilier et ils trouvent pas comment acheter leur bien immobilier.
Voilà. Donc, je voulais remercier Madame Douche donc, par rapport à ce sujet-là qui est très intéressant. Aujourd'hui, le digital, donc, il peut que aider n'importe quelle activité, que ce soit le e-commerce ou la visite virtuelle ou même donc la prise de décision, parce qu'aujourd'hui, Internet et le digital, donc, elle rapproche tout le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Tunisie, peu n'importe, et on peut travailler donc à travers donc le digital, quoi. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. Merci Raouf pour le partage aussi. Je ne sais plus s'il y a d'autres questions. Bartholomé doit partir. On a prévu de clôturer à 18 h. Il nous reste encore quelques minutes. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser la question, avant qu'on puisse remercier nos invités de leur contribution. Ça a été très intéressant, c'est un échange d'expériences intéressant. Je ne vois plus de mains levées, donc je tiens vraiment à vous remercier tous d'avoir été là, d'avoir partagé avec nous vos expériences intéressantes parce que, et différentes d'ailleurs. Hein, on voit Charlotte et Anna sur un sujet différent où il y a plus de travail de contenu à faire et d'acquisition de partenaires et de partenariats. Sonia avec les difficultés un peu du commerce internet, commerce électronique en Tunisie. Bartholomé aussi par rapport à ce qu'il fait, une expérience intéressante avec un peu plus d'années d'expérience. Voilà, donc pour clôturer, est-ce que je vous laisse peut-être vraiment nous proposer, nous dire vos derniers mots, les derniers tips, Sonia, Charlotte et Anna. Je crois que Bartholomé est parti. Donc, je vous laisse les derniers mots. Sonia, Charlotte, vas-y. Oui. Je veux surtout remercier. J'ai pas forcément beaucoup de choses à dire. C'est des gens qui ont des entreprises qui correspondent aux thématiques qu'aborde Caracal et qui veulent en discuter directement. LinkedIn est ouvert pour ça. Mais voilà, j'ai pas beaucoup d'autres tips à ajouter. D'accord. Merci beaucoup. Anna, tu veux ajouter quelque chose? Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'animation de ce webinaire. J'aurais tendance à redonner le conseil qu'a donné Charlotte tout à l'heure. Dans cette période qui est un peu compliquée, notamment de prise de contact, osez prendre contact avec les gens sur LinkedIn, décrocher votre téléphone et appeler, même si c'est pas comme ça que ça se faisait il y a quelques mois, aujourd'hui ça peut marcher. C'est surtout tout le monde est en recherche de contact et de nouvelles opportunités, donc ça coûte rien d'essayer de contacter. Et comme l'a dit Charlotte, s'il y a des personnes qui ont une activité qui correspond aux audios qu'on peut faire sur Caracal, c'est avec plaisir qu'on répondra sur LinkedIn ou sur notre site. Merci beaucoup Anna et Charlotte. Sonia? Merci Douja, du coup à vous, à Red Start et à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. C'était très intéressant. Et en fait, du coup, je pense que notre audience, elle est en Tunisie. Donc, j'aimerais leur dire qu'aujourd'hui, commercialiser sur le digital, c'est beaucoup plus simple qu'il y a 2 ans quand Calis a démarré et il faut en profiter. Aujourd'hui, les solutions logistiques sont plus nombreuses. Vous avez vraiment la possibilité de faire les choses bien et les gens attendent ça. Donc, le client, il n'attend que ça dans le contexte actuel. Donc, il ne faut pas hésiter à se tromper. Et voilà. Merci beaucoup, Sonia. Merci, Sonia. C'est gentil. Madame Pouzet aussi. Madame Douja, s'il vous plaît, j'ai voulu poser une question à Madame Sonia. Elle a dit que c'est une plateforme pour tous les artisans. J'ai voulu savoir les spécialités de ces artisans. Est-ce que nous, on peut faire partie de sa plateforme? Madame Pouzet, Sonia, elle fait des produits cosmétiques naturels. Ah, d'accord, ok. Alors, Calis, c'est une marque en fait d'objets de décoration. Ah, d'accord. Les artisans avec lesquels on collabore font de la ferronnerie, de la menuiserie, de la peinture. Ils développent du bois de palmier en fonction des. C'est les articles comme maison et objets. Oui, j'ai compris. Oui, d'accord. D'accord, merci. Voilà. Donc, c'est de la décoration, c'est des objets de décoration. D'accord. Merci.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes vos contributions. Merci pour ceux qui sont là, tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Merci à tous nos speakers. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour nous revoir sur d'autres sujets. Et puis voilà, je vous souhaite tous une très belle soirée et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci. Merci. Merci.